Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. C'est toujours avec le même plaisir, mesdames, messieurs, bienvenue et voici les sommaires. Début ce lundi 7 octobre 2024 dans la capitale d'une nouvelle grève initiée par les travailleurs des magasins des expatriés. Ces derniers réclament des conditions difficiles de travail inchangées. Les détails dans ce journal. Et à l'international, afin de garantir la transparence des données salariales et de lutter contre la corruption et les fonctionnaires fictifs, la Guinée-Bissau adopte le blockchain, une technologie qui aidera à la gestion des salaires de la fonction publique. C'était là les sommaires, mesdames, messieurs. Je vous dis encore une fois, bienvenue dans cette édition. Une nouvelle grève a débuté ce lundi 7 octobre 2024 à Kinshasa, initiée par les travailleurs des maisons de commerce chinoises, libanaises et indo-pakistanais. Malgré les promesses de l'hôtel de ville, leurs conditions de travail restent inchangées, rendant la situation préoccupante. Suivez les détails avec Rosie Thioyo et Giscard Tamba. Depuis ce lundi, les travailleurs des maisons de commerce gérées par des Chinois, Libanais et Indo-Pakistanais ont décidé de reprendre leur grève. Un mois après avoir suspendu le mouvement suite aux promesses de l'hôtel des villes d'intervenir auprès de leurs employeurs, ils se retrouvent face aux mêmes défis. Des conditions de travail précaires, l'absence d'augmentation salariale par rapport au taux du jour en dollars, des pauses inexistantes et des heures supplémentaires non rémunérées. Salaire na biso balingi komatisa yango te pe bazozwa biso ki journalier tamulai bazofuta biso mbonga malonga te toza na grève ezali tozo réclamer ba droit na biso aki nde tosala conditions de travail na horaire ya travail ba respecter yango en plus augmentation ya mbongo tozo réclamer. Cette situation devient de plus en plus intolérable dans un pays en proie de fluctuations économiques qui mettent leurs employés à rude épreuve. Transport est à Komata. Mais bon transport on peut savoir examukier. Et puis côté paiement, bazo respecter toté. Résultat dans 285. Ah la minute ba ofu dans la 240, 250. Dans bazo respecter toté mais pour foutre ndako il faut zwambongo wana osombi $. Pour foutre ndako yango ba travailler ba sengaki bazo kusabana ba droit na bango mais jusqu'à présent ba respecter na outil. Selon certains témoignages recueillis sur place, le patron de magasin amasse des millions de dollars tout en versant à leurs employés expatriés comme eux des dollars atteignant à peine $1000, alors que les travailleurs congolais luttent pour survivre avec un salaire dérisoire payé au taux de 1450 francs congolais pour $1, alors que le taux est actuellement à 2800 voire 2850 francs pour $1 américain. D'une grève à une autre, celle des enseignants congolais déclenchée antérieurement se poursuit malgré les appels du gouvernement à l'apaisement. À Matadi, dans le Congo central, les élèves ont improvisé un sit-in qui a été dispersé par la police à coups de balle. Suivez les détails avec Maryse Boleli. Depuis la rentrée scolaire en septembre dernier, plusieurs écoles publiques dans l'étendue du territoire national sont en grève. Cette grève est motivée par le non-respect des engagements du gouvernement envers les enseignants, notamment en ce qui concerne leur salaire. Malgré la réunion que la ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a eue avec le syndicat des enseignants hier sur la levée de cette grève et la fin des perturbations au sein des écoles publiques. D'un côté, il y a fin de la grève des enseignants dans la province de Lualaba. D'un autre côté, un sit-in a été organisé le lundi avant midi devant la mairie de Matadi, dans le sud-ouest de la RDC, par les élèves des écoles publiques de cette ville, réclamant un compromis entre les autorités provinciales et les enseignants grévistes en vue d'une reprise de cours qui se
sont vus menacés par les forces de l'ordre pendant le sit-in. Cependant, seule une augmentation de 50 000 francs, soit moins de $20 américains, a finalement été appliquée. Par conséquent, les enseignants ont indiqué que la grève ne prendra fin qu'avec le respect des engagements issus des accords de Bibois par le gouvernement. La RDC enregistre des chiffres alarmants en ce qui concerne le paludisme. Le pays a comptabilisé plus de 27 millions de personnes ayant contracté la maladie en 2023. Quant au nombre des morts dus à cette endémie, la RDC en a comptabilisé plus de 24 000. C'est l'ONG Impact Santé Afrique qui donne ces chiffres. Ce week-end, cette ONG, ensemble avec le Programme national de lutte contre le paludisme, ont organisé une réunion dont l'objectif a été d'examiner la question de l'accès aux soins et services de santé contre la malaria en RDC. Patrick Ilunga. L'ONG Impact Santé Afrique, spécialisée dans le plaidoyer et la communication stratégique pour l'amélioration de la santé, et le réseau des organisations de la société civile engagées dans la lutte contre le paludisme ont organisé une réunion au cours de laquelle il s'est agi de parler du renforcement de la prise en compte des besoins des populations vulnérables au paludisme en République démocratique du Congo. La réunion a été l'occasion pour le Programme national de lutte contre le paludisme de faire le point sur l'enquête menée dans plusieurs provinces sur les inégalités constatées dans l'accès aux soins et aux autres services de santé autour du paludisme. Clarisse Mbo, experte en santé communautaire, explique le pourquoi de l'enquête et quelles communautés avaient été prioritairement ciblées. Nous avons fait cette enquête-là pour connaître les besoins et en produire un plan d'action pour les incorporer dans notre nouvelle solution de GC7 2024-2020. Parmi les cibles plutôt, il y a la femme enceinte, les enfants de moins de 5 ans, les déplacés, les réfugiés, les immigrants, les enfants de rue, les enfants prisonniers, les jeunes filles mères, la communauté LGBT. Donc ce sont ceux-là qui ont des difficultés d'accéder aux soins de paludisme et surtout même le peuple autochtone. Selon cette experte, plusieurs facteurs expliquent l'accès inégal aux soins de santé, dont les facteurs psychologiques, sociologiques, mais aussi financiers. Dans le Kasaï oriental, cette inégalité est exacerbée par une discrimination liée au genre. Lorsqu'une femme et un homme d'une même famille contractent la malaria, la famille donne de manière systématique priorité à l'homme de se faire soigner au détriment de la femme. Un réflexe discriminatoire révélé par l'enquête du Programme national de lutte contre le paludisme. Et puis, suite au naufrage survenu le 3 octobre, le vice-premier ministre en charge de la sécurité, Jacquemin Chabani-Louko, a convoqué une réunion de sécurité élargie entre les provinces du Nord et Sud Kivu. Des mesures judiciaires et sociales ont été adoptées en réponse à cette tragédie. Suivez les détails dans cet élément. Après les naufrages du bateau Merdi à Goma au large du lac Kivu, la République démocratique du Congo est frappée par ces drames qui n'a laissé personne insensible. À l'issue de la réunion convoquée par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et chef de délégation gouvernementale, Maître Chabani Louko, plusieurs mesures urgentes et immédiates ont été prises, notamment l'instruction aux procureurs généraux de ces deux provinces de poursuivre les actions judiciaires déjà en cours afin que les auteurs de ces drames répondent de leur acte. Le gouverneur du Sud Kivu est chargé de prendre des sanctions disciplinaires à l'endroit de tous les responsables des services publics impliqués dans ce naufrage, notamment la division provinciale de transport et communication, la police nationale lacustre et la direction générale de migration. 3. Il a également été instruit aux procureurs généraux des deux provinces précitées de poursuivre les actions judiciaires déjà en cours contre les auteurs de ce naufrage tragique afin qu'ils répondent de leurs actes.
Par ailleurs, il a été convenu avec tous les services impliqués de 2 provinces, y compris celui de la santé, de l'autorité, dans un bref délai, d'accorder aux familles éplorées de procéder à l'enterrement du corps déjà retrouvé et identifié conformément à leurs coutumes respectives, en attendant les résultats des recherches de corps coincés dans les bateaux sous les eaux afin de les enterrer dignement. De concert avec tous les services publics, notamment ceux de la santé, l'autorisation sera accordée aux familles éplorées de procéder à l'enterrement des corps déjà retrouvés et identifiés, conformément à leurs coutumes respectives. Concomitamment, les services habilités poursuivront les recherches des corps coincés dans le bateau sous les eaux afin de leur réserver un enterrement digne. Pour l'instant, tous les 58 rescapés internes dans les hôpitaux sont pris en charge par le gouvernement. L'Agence pour la promotion des classes moyennes, APROCEM, organisera bientôt une table ronde pour définir le cadre de développement des classes moyennes en RDC. Le directeur général Pascal Tchello a confirmé que les préparatifs avancent. Il s'est exprimé auprès de Jojo Moulamba. Nous avons placé parmi les activités prioritaires d'organiser une table ronde nationale, comme on le dit, pour le développement ou pour l'émergence des classes moyennes. Alors, pourquoi une table ronde? La table ronde sur les classes moyennes est un point incontournable parce qu'il n'existe pas de stratégie de développement ou de promotion des classes moyennes qui ne s'articule pas sur les éléments essentiel de la politique nationale du pays. La politique nationale du pays en matière de classe moyenne peut se définir aussi comme la volonté de toutes les masses, de tous les acteurs au développement du pays qui se réunissent et qui trouvent un consensus sur comment faire avancer les classes moyennes. Ça se fera pour qu'in fine on puisse avoir un consensus national sur comment est-ce que nous allons mener ce combat de l'émergence de la classe moyenne, sinon pratiquement pour parvenir le chef d'État la création des millionnaires, pourquoi pas des milliardaires congolais. Donc nous avons défini dans la manière de concrétiser cette activité 3 étapes. D'abord la première étape c'est la préparation. Nous sommes en période de préparation, nous sommes en train de réunir toutes les informations, toutes les données et toutes les personnes, identifier toutes les personnes qui vont jouer un rôle capital. Mais c'est en réunissant ces informations-là que nous allons pouvoir déterminer la période. Et toujours est-il que c'est avant la fin de cette année que cet événement devra se réaliser. En bref, avec l'obtention de son permis d'exploitation le 18 septembre dernier, Manono Lithium, une jointe venture entre la Congolaise d'exploitation minière Cominière et le groupe chinois Zijin, s'engage à poursuivre sa mission de développement dans un esprit de coopération gagnant-gagnant afin de consolider la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo pendant la phase d'exploration. Manono Lithium s'est activement engagé dans des initiatives sociales concrètes telles que la réhabilitation des routes, la formation professionnelle, l'éducation, la santé ainsi que la promotion du sport et de la culture. Pour ce faire, Manono Lithium annonce le début des travaux de réhabilitation et de modernisation du pont Lukushi dès ce lundi 7 octobre 2024. Une bonne nouvelle donc pour la population de Manono. Et puis la première ministre Judith Suminwa participe ce lundi à la conférence sur le développement durable de Hambourg présidée par le chancelier allemand Olaf Scholz. Son engagement vise à établir des partenariats économiques pour l'énergie verte en ligne avec les priorités du chef de l'État Félix Tshisekedi. Écoutez son propos recueilli par Patience Lokik. Je suis venue parce que le président de la République
Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo m'a demandé de le représenter dans cette conférence qui concerne le développement durable de Hambourg. En fait, c'est une première conférence qu'organise l'Allemagne, ici à Hambourg, qui est une ville économique. Et il s'agit pour les Allemands de pouvoir voir comment ils peuvent renforcer leurs relations économiques avec l'Afrique, particulièrement dans le domaine de l'énergie verte. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons la majorité des forêts, et particulièrement en RDC avec près de 60%. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons un certain nombre de minerais stratégiques, comme par exemple le cobalt en RDC, où on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ce minerai. Or, ces minerais aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont utilisés, que ce soit le cobalt, que ce soit du lithium, pour produire des batteries. Donc ce sont tous des éléments qui ont une importance capitale aujourd'hui pour l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne. Et donc c'est une possibilité de discuter, de voir comment on peut ensemble construire des partenariats d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial. Raison pour laquelle il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui sont représentés, tant au niveau des chefs d'État que des chefs de gouvernement. Nous avons par exemple le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et il y a d'autres pays aussi de par le monde. Ouverture de la première session extraordinaire de la Cour des comptes ce lundi au Fleuve Congo Hotel en présence du président Félix Tshisekedi. La Cour des comptes a tenu sa première session extraordinaire. Cette assemblée statuera sur des sujets essentiels tels que le recrutement et la mise à la retraite des magistrats ainsi que leur promotion. Dans son discours, le président de la Cour, Jimmy Munganga, a souligné l'engagement du chef de l'État dans la lutte contre la corruption et le soutien à la fonction de contrôle en RDC. Les recommandations issues de cette session seront soumises à l'Assemblée nationale avant d'être promulguées par le président. Créée en 1987, la Cour des comptes joue un rôle clé dans la bonne gouvernance et le contrôle des finances publiques. Parlons culture à présent, c'est une activité qui retrace l'histoire de la culture de la RDC de 1923 à nos jours. Elle présente notre mode de vie, les anciennes appellations de nos communes ainsi que des légendes et l'origine de chaque culture. À la fin de chaque scène, une élève récite un poème sur la RDC évoquant ses richesses et la situation actuelle à laquelle elle fait face. Rosie Chioyo et Giscard Tamba. Autre chose, en sport, le tirage au sort de la Ligue des champions de la CAF 2024-2025 réserve des grands défis pour les clubs congolais. Groupe A, le TP Mazembe, habitué des compétitions africaines, devra se mesurer à des adversaires redoutables comme Young Africa, Al Hilal et USM Alger. Les Corbeaux de Lubumbashi chercheront à prouver leur expérience et à reconquérir la gloire continentale. Le groupe B, Maniema Union fait face à un groupe tout aussi difficile avec les géants Mamelodi Sundowns, Raja Casablanca et AS FAR. Ce sera une véritable épreuve pour le club congolais qui rêve de faire sensation sur la scène africaine. C'est avec cette actualité sportive que nous allons prendre la page internationale. En Guinée-Bissau, les chiffres officiels de la masse salariale représentent 50% des recettes fiscales, bien au-dessus du seuil de 35% fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour se conformer à cette réglementation, le pays adopte la blockchain pour la gestion des salaires de la fonction publique, surveillant environ 26 000 agents et 8 100 personnes.
Les autorités se réjouissent d'être pionnières en Afrique subsaharienne avec cette technologie qui sera mise en œuvre d'ici à novembre 2024. Cette initiative soutenue par le FMI vise à garantir la transparence des données salariales et à lutter contre la corruption et les fonctionnaires fictifs. Rachel Missing. En Guinée-Bissau, la masse salariale représente 50% des recettes fiscales selon les chiffres officiels. Un ratio qui reste élevé par rapport aux critères de convenance budgétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui établissent à 35% la proportion entre le salaire et les recettes fiscales. Pour s'aligner à la réglementation sous-régionale, la Guinée-Bissau a adopté la blockchain pour la gestion des salaires de la fonction publique. Cela va apporter une transparence dans les traitements des dossiers de fonctionnaires. Également la réduction de la fraude, une meilleure gestion de la dépense publique. La plateforme numérique sera en mesure de surveiller les données d'environ 26 600 agents publics et 8 100 pensionnés présents en Guinée-Bissau. Les autorités de ces pays expriment leur satisfaction d'accueillir l'une des premières plateformes en Afrique subsaharienne à intégrer la technologie blockchain dans les buts d'optimiser les opérations gouvernementales. D'une manière basique, les systèmes blockchain, c'est la validation des informations par le pair. Cela veut dire que les utilisateurs d'un système doivent avoir la même information et valider la qualité et la fiabilité de cette information avant qu'elle ne soit inscrite dans les systèmes. En cas de modification, celle-ci doit être documentée. D'ici novembre 2024, la Guinée-Bissau commencera à mettre en œuvre son système de numérisation basé sur la blockchain. Cette initiative soutenue par le Fonds monétaire international dans le cadre de son programme de facilité élargie des crédits a pour objectif d'assurer une transparence complète dans la gestion des données salariales, et tout en renforçant la lutte contre le fonctionnaire fictif et la corruption. D'un pays à un autre, au Burundi, les agriculteurs s'est constitués en coopérative afin d'obtenir des meilleurs prix pour l'avocat. Les ventes s'effectuent en bordure de route où des camions attendent les villageois et leurs produits de l'avocat destiné à l'exportation vers les pays voisins. Mais les transactions promettent désormais des revenus réels, en partie grâce à l'intervention du gouvernement national et des coopératives d'agriculteurs qui ont travaillé à l'établissement de conditions pour les vendeurs d'avocats étrangers. Il y a tout juste un an, les agriculteurs qui vendaient leurs avocats aux transporteurs gagnaient 10 cents par kilogramme, soit moins que le prix d'une petite bouteille d'eau. Aujourd'hui, les agriculteurs obtiennent environ 70 cents pour la même quantité, une augmentation significative pour des personnes qui cultivent principalement pour nourrir leur famille. La participation des coopératives est un pas important vers la régulation des exportations des avocats du pays. Bien que le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, ait décrit les avocats comme un moyen de diversifier les exportations, il n'existe aucune exigence en matière d'étiquetage de l'origine pour les fruits verts en forme de poire cultivés au Burundi. Les avocats sont bon marché dans les nombreuses régions d'Afrique subsaharienne où ils peuvent être achetés en gros aux agriculteurs pour presque rien. Au Burundi, la culture des avocats s'est répandue après que Pierre Nkurunziza, le défunt dirigeant du pays, a commencé à vanter les mérites de ces fruits en 2007 comme source de nutrition et de revenus. Le commerce des avocats burundais n'est pas réglementé selon les représentants des agriculteurs et un fonctionnaire du gouvernement chargé du commerce. Il affirme que les exportateurs d'avocats pourraient être aussi rentables pour les pays que les cafés si le gouvernement affirmait son autorité en matière de réglementation. Le gouvernement a intensifié ses efforts pour organiser les exportations d'avocats au début de l'année, alors que les pénuries de dollars alimentaient de pénuries sporadiques de sucre et d'autres produits. Vous suivez la grande édition du journal télévisé en direct de Géopolis Télévision. Madame, Messieurs, à présent, nous allons faire place à la revue de presse.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Ce début de semaine est marqué par des tensions diplomatiques entre la France et la République démocratique du Congo, particulièrement mise en lumière par le sommet de la francophonie. Géopolice Hebdo titre RDC, Rwanda, France, ambiguïté sans fin. Lors de l'ouverture de ce 19e sommet, le 4 octobre, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de la francophonie pour promouvoir la souveraineté du peuple. Toutefois, son discours a regrettablement négligé la situation préoccupante de la RDC qui subit des agressions répétées, notamment du Rwanda. Cette omission a provoqué l'indignation du président congolais Félix Tshisekedi qui a choisi de boycotter plusieurs événements, exprimant ainsi son mécontentement face à cette injustice. La référence plus souligne la tentative de Macron d'apaiser les tensions par la suite, sans pour autant convaincre les Congolais, fatigués de ce qu'ils perçoivent comme un double standard dans la politique française. C'est injuste quand nous suivons des discours au niveau des grandes rencontres internationales. On parle de l'Ukraine, de Gaza, de tout le monde, sauf de la RDC. C'est scandaleux, a pour sa part déclaré Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement. La prospérité se questionne alors sur la réaction de la RDC. Envisagerait-elle de se retirer de la francophonie ou de réévaluer sa confiance envers la France? À ce stade, des avis de certains analystes, la pression interne au sein de l'Organisation internationale de la francophonie serait la meilleure piste à exploiter en vue de démanteler ces verrous robustes. De ces regards, des actions diplomatiques fortes devront être envisagées pour mettre en lumière cette agression de sorte à pousser à tout pays membre de l'OIF, les Toupés, de dénoncer ces actes qui ont coûté la vie à des millions de Congolais et perdurant à ces jours. Forum des As rappelle un précédent incident lors de la visite de Macron à Kinshasa en mars 2023 où des échanges diplomatiques tendus avaient déjà eu lieu. Bien que Macron ait condamné le M23, il avait évité de pointer directement le Rwanda du doigt. Parallèlement, EcoNews aborde la question du rapatriement des migrants congolais de Mayotte. Le ministre français de l'Intérieur a annoncé des vols groupés pour renvoyer des ressortissants congolais, mais cette question soulève de nombreuses interrogations, car ces migrants proviennent de divers pays africains, rapporte le journal, tous étiquetés comme congolais. À Kinshasa, cette situation suscite un scepticisme palpable, rappelant les conséquences désastreuses d'une hospitalité mal avisée comme celle vécue lors du génocide rwandais en 1994. La nécessité d'un cadre de concertation entre la RDC, Mayotte et les organisations internationales est pressante pour éviter une répétition des erreurs passées. Les autorités congolaises doivent naviguer avec prudence pour ne pas revivre les tragédies des années 90, conclut le tabloïd. Enfin, Africa News évoque la réhabilitation de la piste de Mouloundé par Moïse Katumbi qui a suscité l'ire de l'administration congolaise. Ce projet qui vise à faciliter l'évacuation de malades a reçu le soutien du clergé de Kilwa Kasenga. Les pasteurs ont défendu Katumbi, soulignant que l'absence de risque pour la sécurité nationale rendait les accusations contre lui infondées. En même temps, ils ont rappelé des jurisprudences qui plaident en faveur de Katumbi, notamment les travaux menés par des missionnaires catholiques et protestants qui avaient pensé à aménager des pistes d'atterrissage afin de faciliter non seulement leur mission évangélisatrice, mais aussi demeurer au chevet des populations rurales enclavées en facilitant leur approvisionnement et l'évacuation de malades. Fin de ce journal, bon début de semaine à vous. C'est avec cette revue de presse rendue par Domomat que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. Début ce lundi 7 octobre 2024 dans la capitale d'une nouvelle grève initiée par les travailleurs des magasins des expatriés. Ces derniers réclament les conditions difficiles de travail inchangées. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis à l'international, afin de garantir la transparence des données salariales et de lutter contre la corruption et les fonctionnaires fictifs, la Guinée-Bissau adopte la blockchain, une technologie qui aidera à la gestion des salaires de la fonction publique. Merci à vous d'avoir choisi Géopolice Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Ce journal est complètement terminé. Je vous dis au revoir et à très bientôt.